Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Direct 7. Merci de votre fidélité renouvelée. Depuis 33 ans que les partis politiques de l'opposition se battent contre le régime installé par Gnassingbé et Adema, certains militants de l'opposition ou certains Togolais ne cessent de qualifier le Togo d'un état de dictature. Alors que nous avons connu certaines avancées depuis le 5 octobre 1990, le multipartisme comme un exemple, on se pose la question, le Togo, un État dictatorial, est-ce une accusation fondée? C'est le débat en question et coin de vérité, c'est tout de suite et maintenant avec mes invités. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau honorable Ouro Akpo Tchanyao. Il est ancien député à l'Assemblée nationale, il est le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix, LDP, il est politiste. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Agou. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. En face de lui, pour les éléments d'appréciation, nous avons un journaliste, chroniqueur politique, j'ai nommé Firmeteko Agbo. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir, Ricardo. Merci de m'avoir invité. Merci à vous tous. Monsieur le politiste, on vous voit très brillant cet après-midi. Est-ce que c'est la Tabaski qui continue? Ah ben, vous avez fait la remarque, c'est vrai, c'est la Tabaski. Nous avions fêté Tabaski il y a quelques jours. Il y a encore, en tout cas... le deuxième jour aujourd'hui? Oui, il y a encore les faits. Mais dans tous les cas, depuis longtemps, je suis comme ça, si vous me connaissez. Depuis Kara jusqu'ici, je suis toujours resté là. Alors, Firmeteko Agbo, tout va bien avec la Tabaski? Est-ce que le pays, ça va? Vous avez posé deux questions. Si tout va bien avec la Tabaski, ouais, la fête, ça s'est passé. Mais la question que je me suis posée, est-ce que c'est comme ça cela devrait être? Parce qu'il n'y a pas eu assez d'engouement, comme on pouvait le noter les années passées. Bien sûr, on a tué des bœufs, on a tué des animaux dans les coins et recoins du pays, on a tué. Mais est-ce que la vie chère n'a pas impacté la fête? Quand on sillonne un peu les rues et autres, c'est la première question. Parce que quand on parle de la vie chère, ça a trait au Togo. Donc, si ça ne va pas trop bien au Togo, il faut indubitablement déduire que ça doit avoir un impact sur la fête. Donc, à ce niveau, c'est un peu lié. La fête, moi, je peux dire passablement. Le pays, est-ce que ça va? Non, je ne pense que bon, tout le monde va à ses occupations. Dieu merci, on a la paix, on a la sécurité. Il y a le général Yak Damran, le ministre de la Sécurité, qui a l'habitude de dire c'est Dieu qui donne la sécurité. Donc, avec la grâce de Dieu, nous avons la sécurité. Mais ce qui dérange ces derniers temps, c'est le panier de la ménagère. Si le Togo va véritablement bien. En tout cas, tous les pays de par le monde sont en train de connaître une crise sans précédent, surtout économique et financière. Donc, avec tout ce qui se passe sur le plan géopolitique, donc le Togo va moyennement bien. Alors, sur le cas du Togo, nous allons revenir, c'est justement le thème de notre débat. Mais je voudrais juste voir l'acte posé par l'Union musulmane du Togo en offrant un bœuf à l'archevêque Monseigneur Bariga. Est-ce que c'est un geste anodin, monsieur Ourapo? Oui, ce n'est pas un geste anodin. Vous savez, même au moment du carême, il y avait une visite organisée par l'archevêque de Lomé à l'Union musulmane. Ça s'est passé à la maison du Hajj et nous avions apprécié cela. C'est un message pour montrer à tout le monde qu'au Togo, il n'y a pas de problème de religion. Les conflits de religion qu'on tente de nous imposer par rapport au terrorisme qui est qualifié comme le djihadisme, pour d'autres c'est le terrorisme, pour d'autres en tout cas c'est une nébuleuse dont personne ne connaît les tenants et les aboutissants, mais il fallait quand même apporter le message très haut pour montrer que au Togo, il n'y a pas de problème de religion. Alors pour Ourapo Tchanyao, le politique, c'est un message que l'Union musulmane a lancé à l'endroit des fidèles catholiques. Oui, c'est un message. Je pense que la religion musulmane a toujours prôné l'amour.
il y a une chose qui lie toutes les religions, c'est l'amour. L'amour, vous le retrouvez dans toutes les religions, presque toutes les religions, hein. Et une autre chose qui lie les religions, c'est le Dieu créateur. Et la paix. Oui, et la paix, et aussi la différence se retrouve au niveau des prophètes, des envoyés de ce Dieu créateur-là. Et l'Église catholique a toujours fait, tout d'abord, montre d'une certaine ouverture. C'est-à-dire, c'est comme Christ l'a prêché, c'est-à-dire on ne rejette personne. Donc l'Église catholique a toujours fait l'effort d'aller vers les autres religions pour leur dire que nous sommes tous descendants d'un même Père, fils d'un même Père. Donc on s'ouvre, donc on ne rejette pas. Et comme Jésus dans la Bible a dit, mon Père ne rejette pas celui qui vient à lui. Donc l'Église catholique a toujours fait ça. Et aussi, le député l'a mentionné tout à l'heure, l'a rappelé tout à l'heure, lors du carême récent, Monseigneur Bariga a rendu visite à l'Union musulmane, c'est-à-dire globalement aux musulmans qui étaient en carême à l'époque. Et pour répondre du tic au tac, l'Union musulmane, avec cette fête, a montré également, ou a voulu montrer également cette ouverture. C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de conflit religieux dans notre pays et que le conflit religieux, on n'en a pas besoin. Tout ce qui est en train de se passer en termes de violence à l'international, ou à l'international, je veux le dire, plus c'est une question internationale, ça n'a rien à voir avec les religions. Parce que toutes les religions prônent l'amour, la paix. Donc ce qui se passe, ceux qui se cachent peut-être derrière l'extrémisme pour parler d'une quelconque religion, je pense qu'ils se trompent. Nous avons eu l'exemple plus récent dont nous parlons ici, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le dialogue des religions, que l'Église catholique a toujours essayé d'instaurer. Moi, on était encore jeunes, on nous l'a raconté hein, qu'entre-temps, lorsque le pape Jean-Paul II était arrivé au Bénin, il avait eu l'occasion de rentrer dans la maison de gens qui n'adoraient pas le même Dieu que lui. Donc c'est une certaine ouverture, il n'y a pas de clivage au fait. Donc le reste c'est à chacun d'apprécier, sinon l'amour et la paix, toutes les religions les prônent. On conclut donc dans notre pays, nous prenons la paix, l'amour, et les religieux l'ont démontré, à chacun de prendre le message et de travailler. Nous allons donc revenir sur notre sujet. L'État togolais est qualifié parfois de l'État dictatorial. On se pose la question, malgré les avancées, nous sommes dans le multipartisme, honorable Ouro Akpo, est-ce qu'aujourd'hui on peut se réjouir qu'il y a de cela 10 ou 20 ans, on ne pouvait pas rester sur ce plateau faire un débat politique, un débat entre deux tendances? Oui, c'est vrai que le temps a changé, c'est vrai, depuis la Baule jusqu'à en 1990, les événements qui se sont produits dans notre pays. Il y a, en tout cas, le peuple togolais s'est battu pour obtenir un certain nombre de libertés par rapport à la démocratie. Mais dans les principes, aujourd'hui, on peut se le dire sans se tromper que dans les principes, la démocratie n'est pas totalement réalisée. Et vous vous rappelez, les événements de 2005 ont conduit à ce qu'on appelle l'APG. Le chef de l'État lui-même était allé à Tapamé. Il a lancé un appel et il nous a dit plus jamais ça dans notre pays. Mais ce que nous constatons, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de l'espace de liberté. Une bonne partie de l'espace de liberté est restreint. Vous verrez que beaucoup des articles de la Constitution sont violés. Donc la séparation du pouvoir n'est pas totalement respectée. Et je peux vous donner les preuves. Ce qui montre que, comme le disait notre aîné Kofi Nyamnyan, nous sommes dans un pays de démocrature, c'est-à-dire qu'une démocratie, mais à la sauce de la dictature. Je vous donne l'exemple de ce qui se passe actuellement avec le recensement, la CENI, qui ne veut pas reprendre le recensement dans la zone maritime, alors que la Constitution lui impose. Quand vous prenez l'article 2 de la Constitution qui dit que tous les Togolais sont égaux devant la loi, l'article 5 qui nous dit que le suffrage est universel et secret et que tous les Togolais en âge de voter, ça dit que les électeurs sont tous les Togolais en âge de voter. Quand vous prenez l'article 11 qui dispose que
aucun Togolais ne peut être avantagé ou défavorisé à cause de son origine ou à cause de sa religion. Donc, quand vous prenez tous ces articles, vous les mettez ensemble, aujourd'hui, le fait qu'il y a des Togolais qui, en âge de voter, qui ne peuvent pas le faire, c'est une violation de la Constitution. Et moi, j'ai dit dans une de mes sorties que la CENI est en train de commettre ce qu'on appelle est coupable d'un parjure. Alors, quand vous prenez d'autres articles, tels que l'article 20, l'article 21, l'article 20 par rapport à la sécurité et tout le monde, l'État devrait veiller sur les Togolais. L'article 21 qui dispose que la personne humaine est sacrée et que personne ne doit être victime de torture et autres. Je prends le cas de tous ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire comment l'appelle-t-on, la Tigre révolutionnaire, qui sont encore en prison, alors que l'État devrait veiller sur eux. Et l'article 18 qui dit que chaque Togolais devrait être écouté, c'est-à-dire que l'État devrait faire en sorte que la cause de chacun devrait être entendue. C'est l'article 18 de la Constitution. Mais nous avions nos collègues Jean-Paul Omolou, Aziz Gouma et d'autres personnes, des Togolais, qui sont venus, qui sont rentrés dans leur pays, qui ont été arrêtés depuis des années, et personne ne sait concrètement qu'est-ce qu'on leur reproche et pourquoi ils sont... on ne sait pas s'ils sont en garde à vue, s'ils sont on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en réalité autour d'eux. Donc c'est une violation de la Constitution. Et je prends l'article 22 par rapport à l'ancien ministre Akila Shoboko, qui a été empêché. L'article 22 dit que aucun Togolais ne doit être empêché d'aller ou de revenir de son pays. Mais cela, toutes ces violations des droits de l'homme nous permettent de dire qu'il y a des principes de la démocratie qui ne sont pas respectés. À partir de cet instant, ceux qui sont à la tête de ce pays sont coupables de parjure. Donc, on ne peut pas aujourd'hui nous dire que le pays, nous sommes en démocratie. Troisième point, la dernière fois, j'ai fait une sortie aussi, au lendemain de la prestation de serment au Nigeria. Vous voyez, depuis Obasanjo jusqu'à Tibou, comment vous l'appelez, le nouveau président, ça fait déjà... Tinubu, ça fait déjà 4 chefs d'État qui se sont succédés depuis Obasanjo. Au Ghana, c'est pareil. Il y a au moins 4 John qui sont succédés. 4 John. John Atamis, John Kufuor, John Jerry Rawlings, John... c'est pas. Et celui qui est aujourd'hui. Au Bénin, c'est pareil. Il y a eu Kérékou 1, Kérékou, l'autre qui est venu, Kérékou 2, il y a eu Boni. Et aujourd'hui, c'est... Donc, il y a eu une succession de chefs d'État qui montre qu'il y a l'alternance dans ce pays. Et quand vous allez dans ces pays, vous voyez les traces de chaque président et on peut faire la comparaison. Mais ici, dans notre pays, il n'y a que les Nyasimbe qui se sont succédés. Et de quelle manière? Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui d'un principe de la démocratie qui est l'alternance dans ce pays que nous disons qu'en réalité, nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Firmin Teko, en tant que chroniqueur politique, le Togo n'est pas encore une démocratie selon les politiciens. Est-ce que vous partagez cet avis? Vous savez, je pense que la question est un peu complexe. Surtout quand on voit un peu aussi tout ce qui se passe dans les pays dits démocratiques. Et on se demande si la démocratie, on arrive vraiment à l'adapter à nos réalités ou on doit adapter nos réalités à la démocratie. Est-ce que ce n'est pas le moment de commencer par définir même la démocratie? Je pense que la démocratie, on l'a toujours défini, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, c'est compréhensible. On dit aujourd'hui, la démocratie, soit elle doit être directe, soit elle doit être semi-directe, soit elle doit être représentative. C'est-à-dire, au temps de la Grèce antique, on parlait de démocratie directe où on donne la possibilité à tout le peuple d'exercer son pouvoir. Et chacun avait, si la population est 1000, donc chaque individu doit avoir 1 millième de pouvoir, mais avec le temps,
temps, on s'est dit non, il faut aller à ce qu'on appelle la souveraineté nationale, avec ABCS et d'autres défenseurs de cette thèse, et où on dit maintenant il faut qu'on parle de nation et de ceux qui représentent cette nation-là. C'est là où on parle de démocratie représentative. Mais la question est de savoir si la démocratie, tout le monde arrive à respecter ces principes, même parce que les principes de la démocratie sont les mêmes. Même s'il y a quelques divergences au niveau de certaines appréciations. Ici au Togo, analysons le Togo dans sa façon de fonctionner avec les institutions. Bien avant, vous savez, je suis très heureux je devais le dire au début de cette émission, je suis très heureux de rencontrer pour la première fois le député Oro Akpo Tchaniao, que j'écoutais ou que je suivais il y a longtemps, qui était membre de l'ANC, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le suivre, et je suis très content de débattre avec lui. Et il a dit quelque chose qui m'a interpellé lors de son raisonnement en ce qui concerne toute la question que vous avez posée. C'est quand il parle de l'alternance, il pointe du doigt le pouvoir. Moi, je me dis qu'en réalité, la responsabilité devrait être partagée, c'est-à-dire partagée entre les acteurs politiques, c'est-à-dire les acteurs politiques du pouvoir et les acteurs politiques de l'opposition. Parce qu'on sait qu'en réalité, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que si le Togo n'est pas arrivé à ces stades de l'alternance, c'est parce que l'opposition ne l'a pas encore voulu. Ce n'est pas la faute au pouvoir. Non, ce n'est pas totalement la faute au pouvoir, parce qu'en réalité, au début des années 90, le pouvoir s'est vu fragilisé. Le pouvoir était presque à terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'opposition ne s'est pas comprise. L'opposition ne s'est pas comprise. Pour les élections de 1993, on a vu comment l'opposition n'a pas pu être unie. Et donc, on a laissé le boulevard à Yadema. Il y a des gens qui ont commencé, après ils ont démissionné. Les Dem Kodjo, les Agboibo avaient démissionné. On a vu ce qui s'est passé en 1998. Et tout récemment même, on a vu ce qui s'est passé en 2017, où le pouvoir avait tremblé, où l'opposition avait toute la possibilité de revenir d'une manière emblématique sur la scène, mais ils ont commis, je ne sais même pas si eux-mêmes ils le reconnaissent, ils ont commis cette erreur en choisissant de boycotter les législatives. Or, ils étaient à l'époque soutenus, les rapports de force étaient en leur faveur, mais ils étaient aussi soutenus par une partie des chefs d'État. Pas une partie des chefs d'État, mais ils ont visité dans leurs erreurs, et on a vu un pouvoir qui se renforce. Moi, quand on dit aujourd'hui qu'il n'y a pas la tendance, que c'est le Togo, moi je dis non, que c'est le pouvoir, moi je dis non. Disons-nous la vérité, l'opposition a vraiment contribué à l'enracinement de ce pouvoir qui est en place, et l'opposition continue d'enraciner le pouvoir. Est-ce que vous voulez dire que c'est l'opposition qui fait aujourd'hui de cet État un État qu'on ne peut pas qualifier de démocratie? Oui, l'opposition contribue. Quand on parle de 2014, où il fallait donner la possibilité, par exemple, à Fonia Singbe de faire un mandat, où il devrait être même actuellement dans son dernier mandat. On a vu la position de l'ANC à l'époque, on a vu ce qui s'est passé. Les Agboibo, les Apevon, les maîtres d'église étaient d'accord pour qu'on donne encore un mandat à Fonia Singbe. Les gens disent non, histoire de modification constitutionnelle, ainsi de suite. On a vu tout ce qui s'est passé. Donc, le pouvoir, c'est-à-dire, lorsqu'une situation surgit, l'opposition ne fait pas assez de calculs, elle tombe dans l'émotion, et après, c'est le pouvoir qui en profite. Ça a toujours été comme ça depuis 1990. Donc, ensuite, quand c'est la tenance, c'est l'opposition même qui ne veut pas que le pouvoir, qui est la tenance au pouvoir, à la tête du Togo, que le pouvoir Fonia Singbe reste là, parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est comme l'opposition togolaise tire quelque chose en termes de profit de ce pouvoir qui est là depuis. Avant de continuer, on va écouter le politique sur cette question. Monsieur Oro Akpo, apparemment, c'est vous qui tirez le taureau par en bas. Je suis un peu estomaqué quand j'ai écouté votre camarade. C'est vrai que quand vous avez évoqué la question de 2014, j'y étais à l'Assemblée nationale. Quand vous dites que c'est l'opposition qui a refusé de donner un mandat, l'ANC a refusé de donner un mandat au chef de l'État, mais ce n'est pas le rôle de l'ANC de donner un mandat à quelqu'un. Non, je n'ai pas dit l'ANC a refusé de donner, mais c'est-à-dire qu'il fallait trouver un consensus avec la diplomatie et autres. C'est-à-dire que vous devriez normalement accepter faire ces réformes pour qu'aujourd'hui, on ne soit pas encore dans la preuve, c'est que le 30 juin 2014, nous avions voté pour la modification de la Constitution. C'est les députés du pouvoir qui ont voté contre le projet, leur propre projet. Vous savez, on ne pouvait pas accepter qu'on fasse une constitution
tailler sur la mesure d'une personne. Parce qu'on a dit la loi fondamentale est de portée impersonnelle, elle est impersonnelle et de portée générale. C'est ce que nous avions refusé. Et qu'il ne revenait pas à l'ANC ou aux députés, il fallait prendre une loi. Nous avions dit le retour de la Constitution de 92 dans ses fondamentaux, et donc à la Cour constitutionnelle d'accepter si tel doit être candidat ou pas. C'est ce qu'on avait voulu nous dire. Imaginez qu'on dit que les députés de l'opposition ont accepté que Faure Gnassingbé fasse encore un autre mandat. À quoi ça va servir les élections? Ça veut dire qu'on lui a déjà donné le mandat. Donc, vous savez, il y a des choses. C'est vrai que vous avez parlé de 93, 94. Il y a eu, moi-même, j'ai eu sur votre plateau ici à le dire, que l'opposition a appliqué un leadership de calcul à un certain moment, que des gens se sont trahis entre eux et ils ont trahi le peuple. Je suis d'accord avec vous, mais au-delà de tout, cela ne voulait pas dire qu'en 2005, quand on a ce qui s'est passé en 2005, c'était l'opposition qui l'a voulu. Il y a eu beaucoup de morts et même l'ONU est venue faire des enquêtes. L'ONU a parlé de plus de 500 morts. À Sokodé, à Tapamé, à Lomé, et le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Et l'APG a été instauré. C'est vrai qu'il y a eu des couacs, que l'APG n'a jamais été appliqué. Mais ce qui s'est passé en 2017, vous l'aviez évoqué, mais lorsque toute la population de Sokodé a été... c'était ce qu'on pouvait dire une punition, hein, c'est une expédition punitive. Est-ce que toute la population. Pas trop fort? Non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. C'est la dernière fois quelqu'un m'a envoyé un audio où une femme parlait. Pourquoi ne sait pas Magayo? Ça veut dire que je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Elle était cachée sous le lit et elle parlait à quelqu'un. Ça explique l'état d'esprit dans lequel la Est-ce que cet audio était authentique? Mais on peut se simuler. Qu'il soit authentique ou pas authentique, ça veut dire que c'est un phénomène qui s'est produit. Et j'étais un acteur et je sais ce qui s'est passé. La même chose s'est passée à Lomé. Nous avions vu... Vous pensez que le tort n'est pas à vous? Non, pas du tout. Tu sais, lorsque vous imposez... Je viens de publier une tribune où oui, nous allons discuter de voilà, cette tribune. Je parlais de la paix imposée par le silence. Ici, c'est que quand on laisse... Vous savez, ce qui se passe actuellement au Sénégal, ça s'est produit au Tchad. Ça a été... en tout cas, c'est des graines qui ont été plantées au Togo. Comment ça? Ce qui s'est passé au Togo en 2017, en 2 mois, il y a eu 16 morts, dont 2 militaires tués dans la maison du ministre Agadazi à Sokodé. 16 morts au Togo. Mais c'est la même chose. Vous avez les chiffres? J'avais les chiffres. J'ai les chiffres. Officiels? Que ce soit officiel ou officieux, moi j'ai les chiffres. Je peux vous citer les noms. Il y a eu le petit Yakoubou qui a été tué à Mango. Il y a eu au moins 3 personnes à Bafilo, dont le jeune Argoro. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont été tuées le 19 août. Il y a eu 2 morts à Sokodé. Il y a eu 2 morts. C'est après le jour de l'arrestation de Alpha Hassan, c'était le 19 octobre, dans la nuit du 19 au 20 octobre. Il y a eu des morts. Donc, il y a à Lomé ici, il y a eu des morts, dont le jeune Jojo Djoumeke qui a été tué dans la rue. Donc, il y a eu 16 morts. La même chose s'est produite au Tchad, tout récemment, au cours d'une manifestation. Il y a eu beaucoup de morts à cause des bavures policières avec des supplétifs des civils armés. C'est la même chose qui s'est produite au Sénégal. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous fermez les yeux sur une injustice, c'est que vous ouvrez la porte sur des injustices plus grandes. Ce qui s'est produit à Sokodé en 2017, aujourd'hui, c'est ça qui se produit au Tchad et au Sénégal. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est l'opposition qui est responsable. Et à partir de cet instant, quand on vous impose une répression à ce niveau, où la population est obligée de subir ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire est obligée de coopérer avec son bourreau. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, à 70 ou 80%
de la situation de blocage politique au Togo est due au non-respect des principes démocratiques du Togo. Monsieur Firmin Tekou, vous l'avez écouté, mais dans votre démonstration, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que seule l'alternance peut garantir la démocratie dans un État? Non. Il cite les violations des droits de l'homme et consorts. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, il y a l'alternance. Mais on parle chaque fois qu'aller aux Nations Unies, on vous dira qu'aux États-Unis, il y a la violation des droits de l'homme. La France est la 5e puissance du monde, une des démocraties, des grandes démocraties au monde. Mais chaque fois, les Nations Unies les épinglent en disant qu'ils ont violé, l'État français a violé les droits de l'homme. Vous savez, au Togo, quoi qu'on puisse reprocher, j'écoute avec attention le politicien, mais je voudrais partir d'un certain nombre de principes. Lui-même l'a reconnu au début. Vous savez, la Constitution de 1992 a sacralisé ou a consacré la démocratie au Togo, avec tous les principes que nous connaissons. Nous avons les principes que nous connaissons, nous avons les institutions de la République. Nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons la CNDH, la Cour des comptes, et nous avons aussi la liberté d'expression. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui m'a l'habitude de me dire, autant de Nyatsingbe Adema, peut-être tu seras jamais chroniqueur. Autant de Nyatsingbe Adema, peut-être on n'aurait jamais eu ce débat. Vous l'avez mentionné en début d'émission. Donc, il y a au moins un certain nombre de principes que nous avons notés au Togo et qui montrent que le Togo se positionne sur la voie de la démocratie. Ça, personne ne peut le nier. Est-ce que c'est respecté? Non, on peut noter un certain nombre de choses. C'est-à-dire, on peut noter un certain nombre de plaintes. Quand il a parlé de Oumoulou, en réalité, on ne sait pas exactement ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé, parce qu'il a dit, il ne sait pas. Quand il dit qu'il y a des gens qui sont en prison, ce que je demande, tous ceux-là qui sont en prison, que ce soit pour des délits politiques, que ce soit pour n'importe quelle raison, surtout qui ont trait à la politique, moi je demande humblement qu'on les libère. Parce qu'ils ont déjà passé assez de temps. Il faut qu'on les libère, qu'ils retournent à leur famille. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais en ce qui concerne le fond, moi, je ne voudrais pas revenir sur le fond parce que je ne maîtrise pas le fond. Donc, moi, je demande qu'on les libère. Mais les politiciens peuvent reprocher un certain nombre de choses. On peut reprocher un certain nombre de choses à ce pouvoir. Et je pense que c'est la même chose un peu partout dans le monde. Quand vous allez aujourd'hui... Quand on parle de la démocratie aujourd'hui, les Français sont en train de parler, de qualifier Macron de dictateur. Vous ne l'avez pas su? Ils disent qu'avec l'article 49.3, qui est en quelque sorte une dictature insérée dans la Constitution de 1958, les Français sont dans la rue parce qu'ils se disent que Macron leur a imposé un test. Eux, ils ne veulent pas de ce test. Peut-être on serait peut-être en Grèce, à Athènes, dans les années là, peut-être on n'aurait jamais eu ce test parce que le peuple n'a pas voulu de ce test-là. Donc, il y a des critiques qui vont à l'endroit des pouvoirs par rapport à leur approche relativement à la démocratie. On sait que tout n'est pas rose au Togo. Ça, c'est vrai, on reproche des choses au pouvoir. Même au niveau de la presse, même nous ne sommes toujours pas d'accord avec le nouveau code de la presse qui dit que les réseaux sociaux sont exclus. Il y a toujours des discussions à ce niveau. Mais dire que le Togo est une dictature, attendez, on serait dans une dictature, je pense que pas on serait dans cette émission-là. Les policiers peuvent reprocher, nous, journalistes aussi, on reproche des choses au pouvoir, mais dire que nous sommes dans une dictature, moi, je ne le dirais pas. Alors, avant de vous lancer, vous voulez dire quelque chose? Sa conclusion, il dit qu'il ne peut pas dire que le Togo n'est pas une dictature. Il est en voie de la démocratie. Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas dire que le Togo est une démocratie. Ah là, on ne se retrouve plus? Oui, c'est tout à fait normal. Il dit que lui, il ne peut pas dire que le Togo n'est pas une dictature. Je suis d'accord avec lui. Mais moi, je dis que le Togo n'est pas une démocratie. Mais le Togo a un système politique quand même. Mais oui, vous savez... Le Togo est sur la voie de la démocratie. Le Togo a enclenché un processus ou a adhéré à un processus depuis 1990. Voilà. Et il est toujours sur la voie. Il y a des efforts, il y a des avancées. Et on reconnaît quand même qu'il y a des défis à relever. Alors, comme dans tous les pays au monde. On va marquer une pause et puis on va revenir dans le fond du sujet. Élections régionales 2023.
Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Deuxième partie de l'émission Coin de vérité, je reste toujours avec mes invités. Ouro Pochagnan, le président du mouvement Lumière pour le développement de la paix. Il est politiste et j'ai le journaliste chroniqueur Firmeteko Agbo. Avant la pause, vous ne vous entendiez pas sur les systèmes politiques au Togo. Vous dites tantôt, nous ne sommes pas en démocratie, nous ne sommes pas dans la dictature, mais il faut carrément définir le système au Togo. Quand vous dites que nous ne sommes pas en démocratie, quels sont les critères d'une dictature qu'aujourd'hui vous voulez attribuer à l'État togolais? Le principe, il est simple, puisque comme votre collègue l'a dit, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire que le choix des dirigeants revient indubitablement au peuple. À travers les élections. À travers les élections. L'article 5 de la Constitution l'a dit. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes là, est-ce que le suffrage tel qu'il est exprimé, c'est la vérité des urnes? Non. C'est là où le problème se pose. Ça veut dire que... Pourquoi vous dites non? Non, parce que, vous savez, j'ai été superviseur des opérations électorales pendant au moins 2 ou 3 élections, et surtout de Blita, la région centrale et une partie de la région de la Kara. Je sais ce qui se passe. Aujourd'hui, par exemple, on parle de fichier électoral. Et j'ai été le premier à parler de la fraude aux fichiers avec le gonflement des fichiers par les mineurs, par les étrangers et tout ça là, que vous verrez que le fichier électoral n'a jamais été clair dans notre pays pour changer les résultats tels que ça se produit. Et dans notre mouvement, nous avions identifié 10 points. Et vous verrez qu'au niveau du fichier électoral, ce sont 12%, c'était le rapport des experts étrangers qui l'avaient dit, sont 12% des inscrits le sont par témoignage des chefs. Et tout le monde sait les conditions dans lesquelles la chefferie traditionnelle est gérée, comment les chefs sont installés. Je vous ai, en tout cas, nous l'avions dit, il y a trop d'émissions du pouvoir central dans la gestion des chefferies traditionnelles pour que ces chefs traditionnels soient redevables au gouvernement et laisser passer toutes ces choses-là. Donc, il y a la fraude électorale qui est une réalité au Togo. On ne peut pas le nier. Donc, nous avons vu Donald Trump revendiquer sa victoire également aux États-Unis. En 2020, la Cour constitutionnelle a proclamé 2 fois les résultats pour une même élection. En 2020. En 2020. La Cour constitutionnelle vérifiée, la Cour constitutionnelle a proclamé 2 fois les résultats. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, mais je ne vous comprends pas. Non, vérifiez. C'est-à-dire qu'un président était... Lorsque les résultats de la CENI ont été envoyés à la Cour constitutionnelle et qu'elle a proclamé les résultats, quelques jours après, elle est revenue pour corriger les chiffres et donner un nouveau résultat. Est-ce que ce n'est pas des marges? Mais dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Et ça, le problème, il est resté jusqu'aujourd'hui. Et Agbeyome, par tous les moyens, est en train de revendiquer sa victoire. Et c'est le cas depuis 2010. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les élections ne constituent pas un baromètre pour justifier de la fiabilité de la démocratie au Togo. Ensuite, quand nous parlons de la violation des droits de l'homme, vous avez vu toutes les condamnations de la Cour de justice de la CEDEAO sur les cas de violation des droits de l'homme au Togo. Je peux vous citer au moins 3 ou 4. Moi-même, j'ai été victime en tant que député à qui on a retiré un mandat d'une manière abusive à l'Assemblée nationale. Je fais partie des 9 députés à l'Assemblée nationale. Donc tout ça là, et la Cour de justice a toujours condamné le Togo. Et ça, je me suis posé la question, est-ce que nos juristes, les juges, sont incompétents ou ils n'ont pas le leadership, le charisme pour dire le droit? Et à partir de cet instant, nous pouvons dire que la justice est inféodée au pouvoir. Donc il n'y a pas séparation
des droits il n'y a pas séparation des pouvoirs en tant que tel. Sur cette question, je ne voudrais pas vous laisser avancer sans mieux comprendre. Est-ce que nous avons 3 pouvoirs aujourd'hui? Le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Mais quand vous continuez par dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, est-ce que ça ne porte pas confusion? Oui, c'est ce que j'ai dit. La preuve, elle est là. C'est que toutefois que les Togolais vont se plaindre à la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO leur donne raison. C'est une constance. La violation des droits de l'homme est une constance. Et la fraude électorale, une culture. À partir de cet instant, on doit se dire la vérité. C'est-à-dire que même quand on dit... Il y a un recul démocratique dans le pays. Ah. Oui, il y a un recul. Ça veut dire qu'on n'avance pas. On n'avance pas, on recule. C'est dans ce pays qu'on a empêché un Togolais de revenir dans ce pays. Je parle de l'ancien ministre Akila Isoboko. C'est en violation de l'article 22. Oui, est-ce que ça ne dépend pas de la façon dont il est parti? Dans tous les cas, qu'il soit parti ou c'est qu'il veut revenir dans son pays. Et la Constitution le dit. Aucun Togolais ne peut être empêché d'aller et de revenir dans son pays. L'article 22. Alors, sur la question de fraude électorale, oui. je voulais vous demander, quand on voit également aux États-Unis Donald Trump revendiquer sa victoire, est-ce qu'on ne peut pas dire que la démocratie partout, il y a aussi des ratés? C'est que le problème ici chez nous, c'est systématique. C'est-à-dire? C'est systématique, c'est-à-dire que personne ne croit à la fiabilité des élections dans notre pays. Personne ne croit. C'est le problème aujourd'hui. Et je voulais terminer avec les violations. Quand je prends la Constitution, l'article numéro 2, il est violé. L'article 5, il est violé. L'article 10, il est violé par la CENI aujourd'hui. L'article 11, de même. L'article 18, le cas de Omolou. Parce que il y a Aziz Goma et autres là. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Mais dans tous les cas, il faut quand même que leur cause soit entendue. On ne peut pas garder indéfiniment des gens comme ça sans qu'on ne leur dise ou sans qu'on ne dise au peuple la raison pour laquelle on les a gardés. Ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des poussins qu'on prend et on met dans un poulailler et on doit se taire. Et je parle de l'affaire Taïga révolutionnaire. Il a suffi que des gens portent plainte à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice a demandé, dans une ordonnance, a demandé à l'État de les libérer et de les dédommager. Vous savez, moi j'ai été victime dans l'affaire des incendies. Mon co-accusé qui est mort en détention. Vous parlez de Yakanou? Je parle de Yakanou. C'est mon co-accusé. Il a été arrêté pour qu'il m'indexe comme quelqu'un qui les a envoyés. Parce qu'il a refusé de dire leur vérité, mais il est mort en détention. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dédommagement. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Et la dernière fois, c'est pour ça que j'ai salué la sortie des évêques togolais qui ont reconnu aujourd'hui qu'il y a des prisonniers politiques au Togo qu'il faut les libérer. Est-ce qu'ils ont reconnu? Qu'ils aient reconnu ou pas, d'ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO l'a reconnu. C'est un cinglant désaveu au gouvernement que les évêques du Togo reconnaissent qu'il y a des prisonniers politiques. Alors, on va écouter le chroniqueur. Quand on parle de la séparation des pouvoirs, tel qu'il est dit, lorsque vous prenez notre constitution, le chef de l'État, il est le suprême au niveau de l'armée, il est le chef des armées, au niveau de la magistrature, il est le premier magistrat, il peut dissoudre le premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée. Quand on voit tout ceci, on écoute le politiste, est-ce qu'on peut parler réellement de la séparation des pouvoirs? Non, écoutez, quand on parle de la séparation des pouvoirs, il y a la séparation des pouvoirs au Togo. Hein, constitutionnellement, le principe est posé. Même en France, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée. Vous savez ce qui se passe en France, lorsqu'on vous nomme Premier ministre, vous venez avec votre lettre de démission en même temps. Mais antidaté le jour, on ne voudra plus de vous. Donc, c'est le président qui fait sortir la lettre et remet ça aux médias. Et maintenant, vous rentrez chez vous. En France, pays des droits de l'homme, comme on le dit. Donc, la séparation de pouvoir, en fait, c'est un principe qui est posé dans toutes les constitutions au monde. Mais dans la pratique, on se demande s'il y a vraiment séparation des pouvoirs. Oui, il n'y a pas de concentration. Oui, c'est-à-dire, moi je ne parle même pas du Togo pour le moment. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'on se demande s'il y a vraiment séparation des pouvoirs? Du moment où le président de la République, il dispose du droit de grâce, du moment où le président de la République, je parle des États-Unis par exemple, le président de la République, c'est lui qui nomme le président de la Cour suprême.
on dit qu'il y a séparation des pouvoirs. Vous savez, aux États-Unis, on dit c'est le régime présidentiel, c'est-à-dire la séparation stricte des pouvoirs. Mais dans ce pays, lorsque le Congrès vote une loi, c'est le président américain qui promulgue la loi. Mais il y a ce qu'on appelle le droit de veto. Le président peut opposer un droit de veto en disant je ne promulgue pas cette loi. Hein? À ce niveau, est-ce que le Congrès est vraiment indépendant ou est-ce que le président est vraiment indépendant? Donc en réalité, on parle, c'est le principe, comme on le dit en droit, c'est le principe, il y a séparation des pouvoirs. Mais dans les faits, on se dit la séparation n'est pas trop stricte. C'est comme on parle aussi de la politique d'impeachment, c'est-à-dire le fait que le Congrès mette en mouvement la responsabilité pénale du président. Comment un président qui est indépendant, qui est puissant, le Congrès peut mettre en mouvement sa responsabilité pénale jusqu'à ce qu'on arrive à le destituer du pouvoir. Mais je parle du cas Bill Clinton avec l'affaire Levinsky. Donc le principe est posé, mais dans le fait, la séparation n'existe vraiment pas. Maintenant, revenons au Togo. Non, même avant le Togo, vous savez... oui, je sais, on reste sur le Togo, oui, parce que là, nos internautes sont beaucoup intéressés. Bien sûr, non, parce qu'il faut élargir un peu la réflexion avant de faire la petite synthèse. Vous savez, je me rappelle que le député le sait, il connaît l'affaire Clearstream en France. Hein, lorsque Dominique de Villepin avait été jugé entre-temps, en 2011, que lorsqu'il est sorti, il a dit quoi? Que la justice française est instrumentalisée. Oh, la France est un pays des droits de l'homme. Maintenant, ça c'est les faits, ça. Maintenant, quand on revient au Togo, le principe est posé. Faure Gnassingbé est le président de la République. La Constitution lui reconnaît le droit de nommer le Premier ministre. On dit le président de la République nomme le Premier ministre. Faure Gnassingbé, il est le magistrat suprême de la République. Il est le chef des armées. Partout, c'est comme ça. Partout, c'est comme ça. Donc, à ce niveau, on ne peut pas dire que les pouvoirs sont concentrés entre les mains du chef de l'État. Maintenant, quand le député dit que le fait qu'on porte nos affaires devant la Cour de justice de la CEDEAO, ça témoigne qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Moi, je voudrais lui faire démontrer qu'en réalité... Il doute de la justice. Non, oui, je voudrais lui faire remarquer qu'en France, régulièrement, il y a des affaires qui quittent l'État français pour aller devant la Cour de justice, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, et devant cette Cour-là, il y a des Français qui gagnent les procès à l'international, c'est-à-dire à l'échelle européenne, des procès qu'ils gagnent là-bas, qu'ils n'arrivent pas à gagner sur le territoire français, devant les juridictions françaises. Donc, je peux dire que partout, un peu, c'est comme ça. Mais je me demande pourquoi c'est comme ça. Peut-être les avocats des victimes n'arrivent pas à convaincre les juges ici, et le juge prend des décisions. Mais je ne dis pas que les juges ont raison. C'est une manière de démontrer, mais je dis que peut-être les procès, on ne sait pas comment ça se passe. Peut-être la faute est à nos juges, peut-être la faute est aux victimes, on ne sait pas. Mais devant la cour de justice de la CEDEAO, des gens ont raison. Mais le simple fait d'aller devant les tribunaux, c'est un acte démocratique, parce qu'au tribunal, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Il y a les débats contradictoires qui existent. Vous avancez vos arguments, vous avez droit à un avocat. Et ça, c'est un acquis juridique, c'est un acquis démocratique. Si vous n'avez pas les moyens pour vous offrir un avocat, l'État vous commet un avocat d'office. Ça aussi, c'est un acte démocratique. Si dire que les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président de la République, je ne pense pas. Constitutionnellement, le président de la République, il est le garant de la Constitution, il est le chef de l'État, il nomme le Premier ministre, on a une assemblée, il y a une présidente de l'Assemblée nationale, on a un premier ministre, il y a une dame qui est à la tête du gouvernement, qui est le chef du gouvernement. Donc à ce niveau-là, on peut dire que sur le plan institutionnel ou sur le plan institutionnel ou sur le plan principien, il y a séparation des pouvoirs. C'est ce que je peux dire. Alors, Monsieur Ouro Apo, est-ce que finalement il faut questionner la démocratie parce qu'on a l'impression, même si comparaison n'est pas raison ailleurs, tel que nous voulons vivre la démocratie ici, il y a les mêmes choses qui se passent ailleurs? Non, il faut être honnête pour le reconnaître. Nous parlons du Togo et j'ai donné l'exemple du Ghana, du Bénin, du Nigeria. Donc, je ne sais pas pourquoi votre camarade veut nous amener en France. Nous avions au Bénin, nous étions là quand Kérokou est parti. Et quand Soglo est arrivé, Soglo est parti, Kérokou est revenu, Kérokou est parti, Yaïboni est venu, et aujourd'hui c'est Talon. Au Ghana, j'ai parlé des différents John. Au moins 4 John qui se sont succédés, et maintenant c'est Akufo-Addo qui est là. Au Nigeria, pourquoi chez nous,
Nous sommes dans un statu quo avec un bain de sang. Est-ce que pour vous, oui, on doit aller très rapidement parce que le temps. Je voudrais rappeler la formule de l'ancien ministre Komla Ali Puy. Il a parlé du paradoxe togolais, où on nous parle de la paix, et au même moment, on nous impose la liturgie du sang et la violence politique comme culture. C'est de ça qu'il s'agit. Nous vivons une violence politique comme une culture démocratique au Togo. Aujourd'hui, il a parlé de la presse. Regardez ce qui est arrivé à vos collègues. Je voudrais parler de Ferdinand Ité et Joël Ega. Ensuite, Ahma. Ensuite, tout l'autre de l'Indépendant Express, comment il s'appelle, Carlos Queteu. Tout ce qu'ils ont vécu dans ce pays, est-ce que c'est malgré que tout le monde reconnaît que c'est des journalistes dans la profession, mais ils n'ont pas été protégés? C'est pourquoi j'ai parlé de l'article 10. Alors, donc, à partir de cet instant, on ne peut pas me faire balader qu'en France, on fait des procès. Nous parlons du Togo et la situation, elle est là. Peut-être que vous n'avez jamais été victime. Peut-être que vous pouvez le dire. Mais moi, j'ai été plusieurs fois victime. J'ai connu des gens qui ont été victimes. Et je sais qu'aujourd'hui, parler librement, quand vous parlez du Togo, c'est que vous ne pouvez pas. Je suis obligé de vous le dire. Quand vous parlez du Togo tel que je suis en train de le parler, vous ne pouvez pas passer sur un même chemin deux fois. Vous vous inquiétez alors de cette émission? Mais non, moi je ne m'inquiète pas. Vous savez ce qui m'était arrivé depuis l'Assemblée nationale jusqu'à ce jour. C'est que je devrais m'inquiéter, je devrais quitter le pays. Alors, quand il parle du procès, vous savez que lorsqu'il était à l'ANC, donc lui et son parti ont porté plainte contre moi. Peut-être, oui, bien sûr, il se rappelle très bien qu'ils ont porté plainte contre moi. On ne serait pas peut-être dans un système de contradictoire, il n'aurait jamais eu... Est-ce que le jugement a eu lieu? Le jugement a eu lieu, nous avons été au procès, bien sûr, nous avons gagné le procès. Donc vous pensez que c'est grâce à la démocratie? C'est la démocratie, peut-être on ne serait pas dans il n'y aurait pas cet effort, il n'y aurait pas une seconde, il n'y aurait pas ce petit effort, il n'y aurait pas ce petit effort, on n'aurait jamais peut-être organisé ce procès. Non, c'est juste dire qu'une seconde, c'est juste dire qu'en réalité, c'est dans ce même pays. C'est dans ce même pays. Ici, nous sommes dans le coin de vérité et les gens doivent nous écouter. Non, il faut qu'il parle et vous allez lui répondre. Oui, voilà, moi, c'est pour dire qu'en réalité, quand il parle de procès, pour dire que je n'ai jamais été victime, moi, l'opposition a porté plainte contre moi devant le tribunal et il y a eu des débats très houleux. C'est un parti ou c'est l'opposition? C'est l'ANC. C'est un parti qui a porté plainte contre vous? Oui, l'ANC, son président, ils ont porté Ouro Akpo, député à l'époque, peut-être, oui, à l'époque, et membre de ce parti-là. Donc, ils ont porté plainte contre moi. C'est l'opposition qui a porté plainte contre un journaliste au Togo. Et donc, le procès a eu lieu. Oui. Maintenant, une seconde. On ne va pas faire ce débat ici. On ne va pas faire ce débat. Non, oui, maintenant, parce que le temps aussi. Oui, le temps nous fait. Vous savez, il est revenu un peu sur le cas Ghana, Bénin, tout ça. Moi, je me dis qu'il ne faut pas trop faire amalgame entre démocratie et alternance. Démocratie et alternance, des fois, il y a une petite frontière. Maintenant, la petite chose que je voudrais ajouter, quand il parle du Ghana, vous savez, la démocratie ne se limite pas au fait qu'il y ait changement de personnes à la tête des États. La démocratie aussi, c'est la lutte contre la corruption. La démocratie, c'est la liberté de presse. La démocratie, c'est le multipartisme. Il se rappelle que lorsque Obama était arrivé au Ghana, il disait que dans un pays où on organise périodiquement des élections et que dans ce pays, il y a la corruption, il y a des pots de vin, la police est corrompue. Ce n'est pas de la démocratie, c'est de la tyrannie. C'est-à-dire, il faisait allusion au Ghana, c'est-à-dire au Ghana, par exemple, il y a l'alternance, mais quand on voit la liste des pays les plus corrompus au monde, je ne pense pas que le Togo est en pole position. Pour vous, le Togo est un état de dictature, c'est une accusation fondée, c'est ça? Est-ce que c'est une accusation qui est fondée? Non, ce n'est pas une accusation qui est fondée. Parce que moi, je me dis que le Togo a enclenché le processus de démocratie. Le Togo est sur la voie de la démocratie. C'est un processus qui a commencé. Et le Togo est toujours sur ce chemin-là. Alors, il n'y a aucun pays qui a atteint la démocratie 100%. Dans le Togo aussi, sur ces voies, le Togo a franchi un certain nombre de paliers. Le Togo a avancé sur le plan de la démocratie. Monsieur Ouroakou, vous avez voulu réagir. Oui, mais on ne va pas faire le débat. Je voudrais lui dire quelque chose. Quand il disait qu'il a gagné le procès, peut-être qu'il a gagné le procès, mais pour nous, c'était une honte. Parce que, je me rappelle, nous étions à Tomongwe. Mais on ne va pas faire l'historique de cette affaire. Nous étions à Tomongwe avec Jean-Pierre Fabre.
pour le décès, pour la cérémonie d'enterrement d'une personne très importante avec nous. Quand votre collègue a déclaré que Jean-Pierre Fabre était avec Agboibo pour une histoire, je vous ai apporté la réplique pour vous dire que ce jour-là, Jean-Pierre Fabre était avec nous à Tomangwe. Donc, aujourd'hui, c'est... Mais c'est qu'à l'époque, vous n'avez pas lu mon écrit. Laissez-moi parce qu'il y avait un problème de date. Monsieur Ourakpo, on ne va pas continuer parce que... Non, on ne va pas trancher cette affaire. Vous savez, quand je suis arrivé ici... Oui, on ne va pas trancher cette affaire ici. Quand je suis arrivé ici, je lui ai... Vous allez juste... J'ai voulu oublier oui. cette partie. Mais s'il la ramène, il faut que je lui dise. Oui, mais ce n'est pas l'objet du débat ici. C'est Jean-Pierre Fabre qui a été victime. Et je suis sûr qu'il a été victime de vos calomnies par rapport à sa personne. Et ça, sincèrement, je n'ai pas été d'accord. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. Oui. Maintenant, par rapport à ce qui se passe dans On va revenir sur la question simple. Oui. Le Togo est une dictature. Je dis, et j'ai apporté des éléments pour dire que le Togo n'est pas dans une démocratie. Parce que la démocratie suppose la séparation des pouvoirs. Et je doute fort que les juges, lorsqu'il s'agit des affaires qui relèvent des journalistes critiques au régime et de l'opposition, les juges ont la main lourde. Et tout le monde sait ce qui s'est passé dans l'affaire des 9 députés, dans l'affaire des incendies du marché, dans l'affaire de Petrol Gates avec votre camarade Ferdinandité, et dans l'affaire de Covid-19. Tout ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas la reddition des comptes. Et au niveau de l'UMOA, il est prévu qu'à chaque alternance, que les audits soient organisés pour situer les responsabilités dans la gestion du pays. Ça s'est passé dans les autres pays, mais ça n'a jamais eu lieu. Donc, on appelle comme l'impression. Oui, bon, donc je vais conclure pour dire qu'aujourd'hui, personne ne peut se lever pour demander la reddition des comptes au niveau de l'État. C'est ça. Firmin Teko Agbo, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quel sera votre mot de la fin? Parce que finalement, on ne pourra pas s'entendre ici jusqu'à la fin. Non, on peut même se donner plus de 3 heures. Non, mais bien sûr, c'est ça le débat. Le charme du débat de la démocratie. Oui. C'est la liberté d'expression et aussi la diversité d'opinion. Au fait, moi, je peux dire, quand on dit le Togo est une dictature, moi, je ne m'inscris pas dans ça. Votre dernier mot? Oui, bien sûr, c'est pour dire simplement qu'en réalité, le Togo a fait le choix de la démocratie. Et c'est un choix qu'il assume. Et moi, je demanderai aux autorités politiques, à ceux qui nous dirigent, de faire encore plus d'efforts pour l'enracinement profond de la démocratie au Togo. Et moi, je demanderai aussi à tous les acteurs politiques, que ce soit du côté du pouvoir, que de l'opposition, d'arriver à s'entendre sur le minimum pour faire avancer véritablement le pays sur le plan de la démocratie. Parce que cela ne relève pas seulement du fait du pouvoir. Il faut que l'ensemble, la presse, la société civile, l'opposition et le pouvoir arrivent à trouver le bon milieu pour aider le pays à rehausser son niveau sur le plan de la démocratie. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est un honneur, un plaisir. Ourakpo Tchania, président de LDP. Je suis d'accord avec lui et ça, il rejoint en tout cas la base même de la création de notre mouvement. C'est votre dernier mot LDP. Oui, parce que nous avions parlé de l'apaisement politique. C'est pour ça que nous avions demandé au chef de l'État de mettre un mécanisme qui permet le retour de tous les exilés à travers une amnistie. Nous avions demandé que la libération de tous les détenus politiques. Nous avions demandé aussi le respect des principes démocratiques et au niveau du sommet de l'impunité doit s'arrêter au sommet de l'État parce qu'on a comme l'impression que c'est érigé en principe l'impunité au sommet de l'État. Tout ceci-là, quand vous mettez ça dans un ensemble, c'est qu'il y a un problème démocratique. Donc, quand on va réaliser tout ça là, l'apaisement politique pour permettre à tout le monde de s'exprimer, à tout le monde de choisir les dirigeants librement, nous allons atteindre la démocratie dont tout le monde voudrait pour notre pays. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous tous qui avez écouté notre émission Cône de Vérité. C'était tout pour ce numéro aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.